J'espère que vous êtes bien attachés à vos sièges, car aujourd'hui on va parler du théorème le plus fou de toutes les mathématiques. On va parler du théorème d'incomplétude de Gödel. Ou plutôt, on va parler des deux théorèmes d'incomplétude de Gödel. Le premier affirme que l'arithmétique de Peano, ou toute extension de l'arithmétique de Peano, est forcément incomplète. Autrement dit, et de façon grossière, en mathématiques, il y aura toujours des théorèmes vrais qui n'ont pas de preuves. Et si vous trouvez ça bizarre, c'est normal. On va expliquer tout ça. Le second théorème, lui, affirme qu'il est impossible de prouver la cohérence de l'arithmétique de Peano et de ses généralisations. En gros, on ne pourra jamais être certain que les mathématiques sont justes, qu'elles sont correctes, et encore moins qu'elles sont vraies. Mais avant d'en arriver là, faisons un petit détour historique. Pour sa grande conférence du tournant du siècle, en août 1900, David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens du moment, affirma qu'il était temps d'ériger les mathématiques sur des fondations inébranlables. Mais un an plus tard, Bertrand Russell détruisit les nombreuses premières briques placées par Frege et Cantor, avec un paradoxe dont on a déjà parlé dans l'épisode 16. Russell, en compagnie d'Alfred North Whitehead, passa ensuite des décennies à tout reconstruire, aidé par d'autres grands logiciens comme Ernst Zermelo ou encore Abraham Frenkel. Malgré de nombreux hauts et bas, en 1930, Hilbert eut suffisamment confiance en les progrès de la logique au point de déclarer à la radio l'une des citations les plus tragiquement fausses de l'histoire des mathématiques. Hilbert affirma « Il ne faut pas croire ceux qui, aujourd'hui, à partir de fondements philosophiques et avec un ton désinvolte, prophétisent l'effondrement de la culture et acceptent l'ignorabimus, à savoir le fait de ne pas savoir. Pour nous, il n'y a pas d'ignorabimus. Par opposition à ces ignorabimus ridicules, notre slogan se doit d'être « Wir müssen wissen, wir werden wissen ». Sauf que non, le premier théorème d'incomplétude prouve justement qu'il restera toujours dans les mathématiques, peu importe les axiomes que l'on considère, des vérités sur les nombres, les courbes ou encore les ensembles que nos outils mathématiques ne pourront jamais découvrir. Pire encore, le second théorème d'incomplétude affirme que l'on ne pourra jamais savoir si ce que l'on a découvert avec nos outils mathématiques est vraiment vrai. Et là, j'espère que vous comprenez pourquoi les théorèmes d'incomplétude de Gödel sont bien les théorèmes les plus fous de toutes les mathématiques. Et pourquoi, lorsqu'il les entendit, John von Neumann affirma « C'est fini ». Bref, avec cette introduction assez longue, j'espère que je vous ai donné vraiment envie de vouloir comprendre ce théorème d'incomplétude de Gödel. Et ça tombe bien puisqu'on va maintenant en voir la preuve, en tout cas on va essayer de voir quelques idées de la preuve du premier théorème d'incomplétude de Gödel. Alors je préfère vous prévenir, ça va piquer, ça va piquer, mais je ne peux pas ne pas vous parler de quelques idées de la preuve de ce théorème fou. Et avant d'aller plus loin, surtout si vous n'avez jamais entendu parler du théorème de Gödel, je vous conseille très fortement d'aller voir l'excellente vidéo de Science Étonnante à ce sujet, mais aussi les vidéos qui précèdent cet épisode dans ma série sur l'infini, en particulier les épisodes 13, 14, 15, 16 et 17. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais je vous le promets, ça vaut vraiment le coup. Assez traîné, allons-y. Pour commencer, je vous rappelle que les théories mathématiques doivent être écrites dans un langage précis, fait d'un nombre fini de symboles logiques et d'un nombre dénombrable de variables qui représentent les objets de la théorie mathématique. La première étape de la preuve de Gödel consiste à encoder les formules de la théorie mathématique par des entiers. Pour ce faire, Gödel associe à tout symbole et à toute variable un entier. Le nombre associé à une formule avec n symboles est obtenu en multipliant les n premiers nombres premiers avec des exposants qui correspondent aux symboles encodés. Les détails de l'encodage importent peu. En fait, ils sont assez techniques même, vachement techniques, parce que Gödel devait s'assurer qu'il pouvait se faire cet encodage à l'aide du langage de l'arithmétique de Peano lui-même. Et comme on l'a vu dans un épisode précédent, ce langage est quand même vachement limité. De nos jours, on a tendance à utiliser tout l'arsenal de l'informatique pour effectuer de tels encodages, si bien que ça vous choque peut-être pas de savoir que toutes les données du web, les images Instagram, les vidéos YouTube ou vos posts Twitter ou Facebook sont tous encodés par des nombres, des très grands nombres. À l'instar des codes de Gödel, la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder correspond à un nombre super méga géant
qui correspond à un nombre d'ordre de 10 puissance 10 puissance 10, donc plus grand que, beaucoup plus grand que le nombre de particules dans l'univers. Et ce nombre super méga géant contient toute l'information de toutes les couleurs, de tous les pixels et tous les timbres de voix que j'utilise dans cette vidéo. C'est ce qu'on entend d'ailleurs par information digitale, c'est dire que toutes les informations peuvent être encodées par des nombres. Mais bref, revenons-en à Gödel. Gödel avait réussi à encoder toutes les formules mathématiques par des nombres, mais aussi toutes les preuves des théorèmes mathématiques et même toutes les tentatives de preuves des théorèmes mathématiques. Tout ça c'est super joli, mais c'est pas encore vraiment incroyable. Le tour de force monstrueux de Gödel fut de montrer qu'une tentative de démonstration démo d'un théorème pouvait se réécrire dans le langage de l'arithmétique de Peano comme étant une formule qu'on va appeler prove, qui lie les codes numériques démo, qui est l'encodage de la démonstration, et théorème, qui est l'encodage numérique du théorème. Et ça, c'est très fort. Cette formule logique prove contient toutes les règles de la logique, mais aussi tous les axiomes de la théorie mathématique que l'on est en train de considérer. Ce tour de force monstrueux de Gödel, il est aussi beaucoup trop compliqué, beaucoup trop long à expliquer pour que je vous en parle dans une vidéo Sense for All. Mais j'ai bien envie de vous donner une idée de la difficulté technique en jeu et de quelques moyens de la résoudre. Pour cela, plutôt que d'essayer de déterminer la formule logique qui correspond à la notion de prouver, je vous propose d'essayer d'écrire dans le langage de l'arithmétique de Peano l'équation 10 puissance n est égale à x. Et souvenez-vous de l'épisode 13, vous n'avez pas le droit d'utiliser cet exposant et vous n'avez pas le droit d'utiliser un chapeau ou quoi que ce soit. Tout ce dont vous avez le droit comme symbole, ce sont les symboles de la logique, le 0, le plus, le fois et le symbole égal. En particulier, pas de point de suspension, ça veut rien dire dans le langage de l'arithmétique de Peano. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre pause maintenant, mais je préfère vous prévenir, c'est un exercice super difficile. L'astuce pour écrire 10 puissance n est égal à x dans le langage de Peano, c'est d'encoder toutes les étapes intermédiaires de calcul, 1, 10, 100 jusqu'à 10 puissance n, à l'intérieur d'un très grand nombre L. Pour récupérer les différentes étapes de calcul, on peut prendre des espèces de projections de L que l'on peut calculer à l'aide des outils classiques de l'arithmétique. Typiquement, pour récupérer la ième étape du calcul, on peut prendre les restes de L modulo a plus i fois m, où a et m sont des espèces de paramètres de la projection en question. Du coup, toutes les étapes de calcul sont encodées par le triplet L, A, M. On aura alors 10 puissance n est égal à x si toutes les étapes du calcul sont justes et si la énième étape du calcul donne bien le résultat x. Si je combine tout ça, ça me donne la formule équivalente à 10 puissance n est égal à x écrite dans le langage de l'arithmétique de Peano, décrite par il existe L, il existe A et il existe M, tel que pour tout i, si i est entre 0 et n-1, alors la i plus unième étape de calcul est 10 fois la ième étape de calcul, telle que la première étape de calcul est égale à 1 et telle que la nème étape de calcul est égale à x. Alors je suis pas allé au bout du raisonnement et je compte sur vous pour le compléter. En particulier, maintenant il reste à écrire mod np dans le langage de l'arithmétique de Peano. Bref, avec beaucoup de travail encore, et en s'inspirant de ce petit exemple, il est possible de trouver une formule logique qui correspond à démo prouve théorème, où démo et théorème ici sont des nombres, et où cette formule-là est vraie, si et seulement si, lorsque je décode le mot démo et je décode le mot théorème, j'obtiens alors une vraie démonstration mathématique et un vrai théorème mathématique dans le langage arithmétique de Peano. Et à ce moment-là, la formule démo prouve théorème sera vraie si et seulement si la démonstration décodée prouve en effet le théorème décodé. C'est incroyable, la validité d'une démonstration mathématique peut s'écrire dans le langage même de la théorie mathématique en question. Et je vous rappelle au passage que les axiomes de la théorie mathématique en question interviennent dans la construction de la formule logique associée à la formule prouve. Et c'est pas étonnant puisque la validité d'une preuve mathématique dépend des axiomes. On a fait la moitié du chemin, mais il reste encore un énorme coup de génie de Gödel à comprendre. Pour y arriver, il faut bien comprendre que les formules logiques peuvent avoir des variables. Par exemple, dans la formule démo prouve théorème, on a deux variables qui sont démo et théorème, qui, je vous le rappelle, sont en fait des nombres. On peut considérer en particulier des formules qui ont une seule variable, et en particulier, on peut encoder de telles formules. Donc par exemple, si x est un nombre qui correspond à une formule décode x qui contient une variable, alors à ce moment-là, je peux appliquer décode x à x
qui correspond alors à une formule close, c'est-à-dire une formule qui ne dépend plus d'un paramètre, et en particulier de telles formules sont forcément vraies ou fausses. Et ensuite, un coup de génie de Gödel fut d'introduire un lemme qui dit qu'une certaine formule n'a pas de preuve, et la formule en question s'obtient en appliquant le décodage d'une variable x à la variable x. Autrement dit, lemme de x va être la formule qui dit que pour tout nombre qui correspond à une démonstration démo, il est faux de dire que démo prouve ce que j'obtiens lorsque je décode x et que je l'applique à x. Alors faites bien gaffe à ce lemme, il est super subtil et il devrait y avoir plein de nœuds au cerveau qui vont vous apparaître. Donc on va essayer d'y aller un peu doucement. La plupart du temps, lorsque je prends un nombre entier x et que je le décode x va être une formule logique, mais qui peut avoir pas mal de variables, 0, 1, 2 ou plus. Et du coup, la formule logique décode x ne correspondra pas forcément à ce schéma qui est donné par le lemme appliqué à x. Bon, ça importe peu, puisque ce qui va nous intéresser, en fait, c'est lorsqu'on applique le lemme à une certaine variable qui correspond bel et bien à une formule qui dépend d'une variable. Donc le lemme est en fait particulièrement intéressant lorsque je lui donne un nombre x qui, lorsque je le décode, donne une formule qui dépend d'une variable. Et lorsque l'on a un nombre x qui, lorsqu'on le décode, donne bien une formule à une variable, le lemme appliqué à x va se poser la question de l'existence d'une preuve de lorsque j'applique la formule associée à x à son propre code x. Ok, du coup le lemme appliqué à x va nous dire quelque chose sur les formules qui ont une variable. Mais bien sûr, le lemme appliqué à x n'est pas vrai en tant que tel, ça dépend de la valeur de x. Pour en faire un vrai théorème, il faut trouver une valeur intéressante de x à donner à ce lemme. Et je vous rappelle que cette valeur pertinente de x doit forcément correspondre à une formule logique à une variable. Est-ce que vous avez une idée de la formule logique à donner au lemme appliqué à x? Ouais, c'est ça. On va appliquer le lemme de x à x est égal au lemme lui-même. Et ça donne le théorème de la mort qui tue. Le théorème de la mort qui tue de Gödel, c'est ce que j'obtiens lorsque je donne au lemme de la mort qui tue de Gödel le code du lemme de la mort qui tue de Gödel. Autrement dit, le théorème de la mort qui tue de Gödel est le théorème qui est égal au lemme appliqué au code du lemme. Vous voyez pourquoi c'est fou? Calculons le théorème. Le théorème maintenant nous dit que pour toute tentative de démonstration démo, il est faux de dire que démo prouve le code de lemme appliqué au code de lemme. Vous le voyez venir? La formule exacte du théorème apparaît dans le théorème. Et en fait, si on réécrit cela, on voit que le théorème dit que pour toute tentative de démonstration démo, il est faux de dire que démo prouve le théorème. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le théorème affirme que le théorème n'a pas de preuve. Donc si le théorème était faux, ça voudrait dire qu'il a une preuve et du coup il serait vrai. Du coup, on sait que le théorème est vrai, mais aussi qu'il n'existe pas de preuve à ce théorème. C'est ainsi que Gödel a démontré qu'il existe au moins un théorème qui est vrai, mais n'a pas de preuve. La dernière fois, on a parlé de 4 paradoxes de la logique mathématique et je vous ai posé notamment un défilé. Le défilé était le suivant. On a 2 portes devant nous. Une mène au paradis, l'autre à l'enfer. Et on a devant nous un ange qui pourrait être en fait un démon. Donc l'ange dit toujours la vérité, le démon ment tout le temps. Et vous n'avez le droit qu'à une seule question. Quelle question poser pour savoir quelle porte mène au paradis, quelle porte mène à l'enfer. Vous avez été très nombreux à donner des bonnes réponses. Donc vraiment félicitations. Ça me fait super plaisir de voir tous vos messages. Je sais pas quelle est la fraction d'entre vous qui connaissaient déjà la réponse à cette énigme, j'espère qu'elle était très faible, parce que quel cas ça voudrait dire que beaucoup d'entre vous ont juste découvert la solution et quel cas félicitations. Alors il y avait plusieurs réponses possibles et dans les commentaires il y a eu plusieurs réponses différentes. L'une de ces réponses est résumée par Frédéric Boulet qui dit qui propose la question suivante: indique-moi quelle est la porte qui mène chez toi. Et en effet, l'ange va indiquer du coup la porte qui mène au paradis et le démon
lui, il devrait montrer la porte qui mène à l'enfer, sauf qu'il ment, du coup il va montrer le paradis, et du coup on a juste à suivre la direction indiquée par l'ange / démon. Donc félicitations à ceux qui ont trouvé ça. Bon, ça suppose quand même que l'ange vient du paradis et le démon vient de l'enfer, ce qui est communément admis dans la culture populaire, mais moi j'en sais rien, je veux dire, c'est très possible que les démons vivent au paradis et que les anges vivent en enfer, peut-être, je sais pas. Du coup, on pourrait vouloir demander à ce que la réponse ne fait pas intervenir l'origine de la personne avec qui on pose la question. On peut supposer que c'est juste quelqu'un dont on sait juste qu'il ment tout le temps ou qu'il dit tout le temps la vérité, mais on ne sait rien sur son passé. Auquel cas, la proposition excellente de Frédéric Boulet, mais aussi de d'autres, à ce moment-là, ce genre de réponse ne marche plus. On a les bonnes réponses de Professeur Culture Précieuse et de excusez-moi pour la prononciation, qui consiste à demander à l'ange / démon si tu étais l'inverse de ce que tu étais, et si je te demandais quelle porte mène au paradis, quelle porte m'indiquerais-tu? En effet, si on parlait à l'ange, l'ange dirait tout le temps la vérité. Du coup, pour répondre à la question, il doit se faire passer pour le démon, qui lui indiquerait la porte de l'enfer, et comme l'ange doit dire la vérité, du coup, il indiquerait la porte de l'enfer. À l'inverse, si la question était posée au démon, alors le démon devrait imaginer ce que dirait l'ange, qui lui indiquerait la porte du paradis, et comme le démon ment, il devrait montrer du coup l'autre porte, celle qui mène à l'enfer. Dans les deux cas, la porte qui a été indiquée par l'ange / démon est celle de l'enfer. Du coup, il faudrait prendre l'autre porte qui mène au paradis. Mais tout ça, c'est un tout petit peu alambiqué, et du coup, en fait, il y avait une meilleure réponse, qui est ma réponse préférée, qui a été proposée notamment par Antoine Delègue, même si en fait, encore une fois, il y en a pas mal d'autres parmi vous qui l'ont trouvé. Désolé de ne pas avoir pris le temps de lister tous ceux qui ont donné les bonnes réponses. En tout cas, la bonne réponse en question qui est ma préférée, c'est subjectif, mais c'est ce que je préfère, c'est de poser à l'ange / démon la question suivante. Si je te demandais quelle porte mène au paradis, quelle porte me montrerais-tu? C'est assez subtil en fait, c'est pour ça que j'aime bien ça. Donc si la personne est l'ange, du coup elle va juste indiquer le paradis. Mais si la personne est en fait le démon, du coup il doit se placer dans le cas où on lui demande quelle porte mène au paradis, et dans ce cas imaginaire, il montrera du coup l'enfer, mais du coup comme on lui a demandé d'imaginer ce cas et de donner la réponse qu'il donnerait dans ce cas imaginaire, il mentirait sur ce qu'il aurait déjà menti, et du coup en gros on a une négation d'une négation, et en particulier il répondrait l'inverse de ce qu'il aurait répondu. Comme il aurait répondu l'enfer, du coup il va montrer le paradis, et du coup dans les deux cas, le démon / ange montrera la porte qui mène au paradis, et il suffira de suivre cette porte-là. Donc vraiment une réponse que je trouve super élégante. En tout cas, vous voyez que l'astuce à chaque fois consiste à faire parler l'ange ou le / le démon de lui-même, quoi. C'est vraiment aussi l'astuce qui est au cœur du paradoxe de Russell et au cœur du théorème d'incomplétude de Gödel dont on vient de parler. Je reviens aussi sur la question de Fuzzy Bridge, encore une fois désolé pour la prononciation, qui nous demande en quoi le fait de rajouter une pomme qui fait la bijection entre n et r implique un paradoxe, fait que du coup ce n'est pas une question de taille. En fait, c'est pas vraiment lié. Ce que j'essaie vraiment de dire, ce que j'ai essayé de dire plutôt dans la vidéo précédente, c'est que la notion de taille avec lequel on raisonne de façon usuelle en mathématiques standard, est en fait une notion artificielle. C'est un peu une surinterprétation de la théorie mathématique. Si on regarde juste les symboles de la logique et les symboles du langage de Peano, ou plutôt de ZFC dont on parlera dans l'épisode précédent, on voit que la notion de taille n'apparaît pas. Et tout ce qu'il y a en fait, c'est ces notions d'ensemble, puis on peut aller un peu plus loin et parler de fonctions. Donc, les fonctions, encore une fois, là, ce serait des interprétations d'ensemble. Mais au final, tout ce qui compte, c'est des ensembles et des relations entre les ensembles. Et ce sur quoi j'essaie vraiment d'insister, c'est qu'en fait, dans la théorie des ensembles, même les théories d'ensemble modernes comme ZFC, tout n'est qu'une question d'objets mathématiques et de relations entre ces objets mathématiques. La notion de taille des ensembles est quelque chose que l'on ajoute bien plus tard et qui est une façon d'interpréter certains théorèmes que l'on a, qui par exemple disent que le fait qu'un ensemble soit plus petit qu'un autre est une relation d'ordre sur l'ensemble des ensembles, quelque chose comme ça, de façon intuitive, parce que l'ensemble des ensembles n'existe pas. Mais ce sont des relations assez intuitives que l'on se permet de construire parce qu'ils sont consistants en gros avec les théorèmes que l'on a déjà prouvés. Sauf que lorsqu'on est confronté au théorème de Löwenheim-Skolem, on est forcé de se rendre compte que les notions de taille qu'on
introduites pour mieux parler des théorèmes qu'on a déjà prouvés, sont d'une certaine manière assez inconsistants avec ou pas tout à fait adéquats pour vraiment comprendre la théorie des ensembles et pour notamment l'interpréter à la lumière du théorème de Löwenheim-Skolem. C'est pour ça que la notion de taille, je dirais pas qu'elle n'existe pas, je dis juste qu'elle n'est pas pertinente une fois que l'on réfléchit en termes de Löwenheim-Skolem et de ces notions de modèles mathématiques et de cette façon de parler des mathématiques en dehors d'une théorie mathématique, c'est-à-dire sans les langages de la théorie mathématique en tant que telle. Alors, tout ça c'est super bizarre et c'est un niveau vraiment bac plus beaucoup au-delà du niveau master sans doute, ou en master en logique mathématique peut-être. Du coup, ça vole très très haut, c'est très compliqué à expliquer, c'est très difficile à comprendre. Je ne prétends pas du tout comprendre tout cela. Je vous ai juste ressorti l'explication que m'avait sorti mon ami logicien, que j'ai trouvé assez convaincante. Mais je conçois tout à fait que ça n'a pas du tout été complètement clair. Enfin, je vais revenir sur la question de Dr Apéron qui nous demande est-ce que la logique mathématique est vraiment la vraie logique? Est-ce que les logiciens pensent que c'est la vraie logique? Alors, faut savoir que Russell était logicien, philosophe, mathématicien, donc il naviguait vraiment à l'intersection de toutes ces disciplines, et c'était le leader indiscutable au tournant du siècle, enfin un peu après le tournant du siècle. Du coup, je pense qu'il n'est pas trop faux de dire que la logique mathématique qu'a essayé d'introduire Russell était vraiment la logique. Et de la même façon que Gödel était considéré comme le plus grand logicien sans doute de tous les temps. Du coup, je pense que les logiciens / philosophes s'accordent à dire que la logique introduite par Gödel et Russell sont des logiques vraiment la vraie logique. Donc ça, c'est un peu un argument d'autorité / de sociologie des sciences. Après, si on veut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça serait vraiment la vraie logique, je vous invite vraiment à essayer de vous demander comment est-ce que vous définiriez la logique. A priori, on partirait de choses qui sont vraies ou fausses, donc ça s'appelle les littéraux, donc des formules uniques qui sont vraies ou fausses. Donc après, on a les règles logiques vrai et vrai, ça fait vrai et faux, ça fait faux, vrai, faux et faux, ça fait faux et vrai, ça fait faux. Puis vous commencez à construire toutes ces règles logiques. Vous vous rendez compte ensuite que toutes ces règles logiques, a priori, ne s'intéressent qu'à un nombre fini de ce qu'on appelle de littéraux, c'est-à-dire de trucs vrais ou faux, de propositions, et que c'est assez limité si on en reste là. Pour aller vraiment plus loin, il faut passer à une infinité possible de littéraux pour vraiment continuer à explorer et surtout produire des nouvelles formules logiques qu'on n'a pas encore anticipées. Et à ce moment-là, on arrive tout de suite sur la logique du premier ordre, et on peut se demander de quoi ça va parler. Dès qu'on veut parler d'une infinité de choses, on a la structure des nombres antinaturels qui apparaît du coup assez naturellement. Et du coup, j'ai envie de dire vraiment que la logique mathématique, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourra appeler la vraie logique. Mais bon, peut-être que je me trompe, et s'il y a des philosophes ou des logiciens parmi vous qui sont pas d'accord, dites-les moi dans les commentaires et je reviendrai sur ça. Je serais passionné justement pour savoir quelles seraient les réponses alternatives à ce genre de questions. Une dernière chose que j'aimerais rajouter à tout ça, c'est que parfois on parle pas mal de paradoxes de la logique, par exemple le paradoxe de Thésée, qui dit que si on a un bateau dont on change toutes les pièces au fur et à mesure, est-ce que ça reste le même bateau? Ça, c'est pas vraiment des problèmes de la logique, c'est plus des problèmes de sémantique, de savoir qu'est-ce qu'une individualité, qu'est-ce qu'un objet et tout ça. Donc c'est déjà plus des questions d'interprétation, de sens des mots, d'interprétation, que vraiment des trucs très logiques de base, de savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux. Et du coup, ces logiques plus floues, qui s'éloignent du coup de la logique mathématique, sont aussi moins de la logique au sens premier du terme, au sens pur. Mais bon, je suis conscient que c'est un avis assez matheux que j'ai. Du coup, peut-être que je me trompe complètement. Si je me trompe, si vous pensez que je me trompe, les commentaires sont faits pour ça et je serais heureux de les lire. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler de la théorie des ensembles, mais pas naïve. On va parler de la théorie ZFC. Et en particulier, on va essayer de répondre enfin à la question, mais qu'est-ce qu'on étudie vraiment en mathématiques, en tout cas en mathématiques standard. Notamment, on va parler de Bourbaki et tout ça, de savoir comment on construit les nombres et les structures mathématiques à partir d'une théorie des ensembles uniquement. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Alors faut quand même dire un truc, ce théorème il a été beaucoup abusé et déformé pour lui faire dire tout et n'importe quoi. On a donc réussi à construire une contradiction venant de notre unique supposition de départ qu'un tel programme stop existait. Et donc nous venons de démontrer qu'un tel programme n'existe pas.